Bonjour et bienvenue à votre émission sportive régionale Sport 9 Laval. Émission qui présente et qui met de l'avant les jeunes sportifs lavallois et où on discute du sport différemment. Cette semaine, on rencontre Sarah Maloum, jeune judoka du club Judo Ben, qui au cours des dernières années a connu son lot de succès. Avec Sarah et mes experts invités, on discute des défis à gérer les délais et les temps morts, de l'importance à se fixer des objectifs pour notre progression et des avantages à choisir un sport en lien avec nos intérêts et notre personnalité. Bien sûr, on vous garde informé des plus récents résultats sportifs avec notre bloc de nouvelles régionales. C'est notre programme pour la journée. Nous sommes prêts. Êtes-vous prêts? On lance ça maintenant. On est au club Judo Ben ici à Laval avec Sarah Maloum. Sarah, tu es membre du club depuis combien de temps? Ça fait environ 4 ans et demi, ça va faire 5 ans bientôt. Et puis tu pratiques ton sport depuis combien d'années? Ça fait 7 ans que je pratique le judo. Donc 7 ans en tout. Tu es rendu à quel âge maintenant? Maintenant, j'ai 14 ans. J'ai commencé à 7 ans. Et puis comment tu as vu ta progression à travers toutes ces années-là? Tu es rendu ceinture bleue. Donc quelle a été peut-être la ceinture que tu es plus fière d'avoir méritée? Je pense que j'ai été fière d'avoir mérité chacune des ceintures parce que j'ai travaillé pour les avoir. C'est des efforts que j'ai donnés pour les avoir, puis je suis fière d'avoir réussi à les passer. Qu'est-ce qui amène une jeune fille de 7 ans à choisir un sport comme le judo? Je sais pas vraiment. J'ai commencé par le ballet. J'ai essayé plein de sports. J'ai fait du soccer, de la natation, du ballet. Puis j'ai essayé le judo un jour. Puis j'ai décidé que j'allais arrêter tout puis j'allais faire du judo. Je trouvais ça plus intéressant, plus passionnant, le fait de faire des combats, de projeter les personnes au sol, et ça m'a vraiment intéressée. Parle-moi un peu du judo dans la progression, dans le début. Est-ce que tu commences tout de suite à faire les combats ou ça vient un petit peu plus tard? Quand j'étais petite, ça commençait juste à faire des petites compétitions régionales, on va dire. Puis au fur et à mesure que je grandissais, ça a été provincial, puis cette année, l'année passée, ça a été national. Donc, je pense que c'est plus avec l'âge, de plus en plus je grandis, je fais des plus grosses compétitions. Donc, il y a quand même une progression aussi au niveau de tes compétitions. C'est-à-dire que tu n'as pas commencé à faire les combats tout de suite, ou tu as fait des plus petits combats, des plus petites compétitions? Non, j'ai pas commencé tout de suite. J'ai graduellement des petites compétitions, des pratiques. Puis après, des compétitions de club aussi, ça aidait à pratiquer. Puis après, on a passé aux compétitions régionales, provinciales, puis nationales. Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu as eu peur ou est-ce que tu as encore peur au niveau quand tu te prépares pour un combat? Non, j'ai pas peur. Je suis plus stressée parce que, je sais pas comment vraiment vous l'expliquer. C'est juste que on a des numéros de combat quand on va compétitionner et tout. Puis j'ai toujours été vers le milieu. Le milieu, c'est 30, 40, des trucs comme ça. Puis de savoir que mon numéro, c'est dans longtemps. Je vais pas passer très tôt, ça me stresse. Le fait que je suis pas sur le tatami, ça me stresse plus que si j'étais dessus. Si je suis dessus, je sais que c'est mon tour, je sais ce qu'il faut que je fasse. Mais à l'extérieur, je suis juste toute renfermée sur moi-même. J'ai chaud, puis j'écoute de la musique, mais c'est pas toujours là. La nervosité est plus importante avant d'embarquer sur le tatami qu'une fois sur le tatami. Ouais. Sur le tatami, je me sens prête, je me sens confiante, je suis prête à combattre, mais même si je suis pas sur le tatami, je me sens prête et confiante. Je suis juste stressée. Je sais pas à quoi m'attendre des fois. Avec mes partenaires, ça peut varier, donc c'est ça.
Thierry Sarah nous mentionne que l'un des moments les plus stressants ou les plus exigeants dans ces compétitions pour elle, c'est les temps morts ou les délais avant son premier combat. J'imagine justement dans un processus de réhabilitation, ça peut être aussi un élément qui va être un défi à gérer pour l'athlète et à considérer dans ta collaboration avec cet athlète-là. C'est sûr que juste avant le combat, souvent c'est plus l'athlète lui-même qui doit se concentrer sur sa performance à venir. En termes d'attente, de période plus morte, si on veut, côté compétition, que ce soit saison morte ou juste une blessure qui nous empêche de compétitionner, à ce moment-là, c'est vraiment les objectifs qu'il faut se fixer. Est-ce qu'on veut garder un entraînement soutenu, maintenu là, au niveau où on est présentement, ou on veut progresser pour augmenter soit force, masse musculaire ou quoi que ce soit, qui peut être plus en lien avec les kinésiologues à ce moment. Mais c'est surtout en termes d'objectifs qu'on peut garder l'athlète motivé, concentré sur ses objectifs. En termes de réhabilitation, c'est un peu le même principe. Objectifs à court terme, long terme, toujours avoir en vue certains objectifs pour pas juste dire, bon, mais j'ai 3 mois avant de retourner au jeu, j'ai mal au genou, j'ai 3 mois pour m'en remettre, je m'assois puis j'attends, ça va passer. C'est pas comme ça que ça marche, malheureusement. Il y a aussi une préoccupation, j'imagine, à traiter ou à considérer les délais qu'on peut avoir au niveau de que ce soit pour une intervention ou pour simplement un retour ou une progression qui est plus lente que ce qu'on avait prévu. Donc, d'avoir ces frustrations-là, peut-être ces doutes-là, ces incertitudes qui peuvent s'installer chez un athlète, j'imagine que c'est des éléments que tu vas avoir à rencontrer dans ta pratique avec ces athlètes-là aussi. Effectivement, côté motivation, ça vient beaucoup jouer dans le décor quand on voit que c'est un peu plus long que prévu à récupérer. Il faut toujours revenir un peu à nos objectifs à ce moment-là, voir dans le moment présent où j'en suis rendu par rapport à ce que j'étais avant versus où je veux me rendre. Parce que c'est certain que c'est pas toutes les blessures qui guérissent du jour au lendemain. C'est pas toutes les blessures qui vont prendre, bon, ben j'ai une fracture, ça prend 6 semaines. C'est pas tout le monde, ça va prendre 6 semaines. Des fois, ça va être plus rapide, des fois, ça va être plus long. Ça va être de prendre ça plus global que se dire, bon, bien, ça prend 2 semaines de plus, c'est moi le problème, ou bon, c'est le corps qui a besoin de temps aussi, des fois, pour récupérer. C'est de garder en tête nos objectifs. Donc, c'est des calendriers ou c'est des processus qui sont individuels à chaque personne. Tu parles du corps qui a plus de temps. J'imagine qu'au niveau de la préparation physique, Maryse, il y a aussi ces périodes ou ces périodes mortes-là qui vont te servir, toi, à vraiment travailler avec l'athlète plutôt que de travailler en pleine saison? C'est sûr que moi, j'appelle ces moments-là des beaux cadeaux parce que ça nous permet de mettre plus d'énergie sur la préparation physique. Donc, on est moins en compétition avec l'entraînement technique ou stratégique. À ce moment-là, on est vraiment focusé sur les conditions idéales pour atteindre l'objectif. Par exemple, souvent, ça va être la force ou l'hypertrophie qu'on va travailler dans les saisons mortes parce que c'est des éléments qui se travaillent plus avec beaucoup de volume, beaucoup d'intensité aussi. Donc, on ne peut pas souvent travailler ces composantes-là en même temps, comme je disais dans une autre émission, en même temps qu'il y a une compétition importante. Il faut le faire vraiment quand on est plus dans une longue période morte, qu'il n'y a pas d'enjeu particulier, puis qu'on peut se concentrer vraiment sur ça. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la préparation mentale, souvent, c'est justement d'essayer d'avoir une routine, d'essayer d'avoir certains outils ou stratégies qui vont nous amener à, justement, sans nécessairement gérer une période morte ou une nervosité, une anxiété à la performance, mais simplement de se fixer des tâches à faire, soit revoir nos stratégies, soit revisiter l'adversaire. Je pense à Sarah dans le cadre du sport de combat. J'imagine qu'on peut avoir aussi peut-être au niveau de la nutrition, Anne-Marie, des éléments ou des aliments qui vont nous aider à peut-être être un petit peu plus calme, à être un petit peu plus zen dans ces moments-là. Ça peut être intéressant parce que, comme j'avais déjà dit avant, il y a des aliments, des comfort food qu'on appelle. Donc, dans ces moments-là, on peut aller les chercher. Donc, souvent, dans les aliments comfort food, ça va être des aliments qui on est habitué de consommer puis qu'on va voir qu'on va performer. Donc, il y en a, ça va être des barres énergétiques, il y en a d'autres que ça va être des barres temps. Donc, on va aller vraiment focusser d'avoir ces aliments-là à ce moment-là. Puis aussi, on parlait pour aider à se calmer, mais l'acide aminé des produits laitiers peut aider aussi. Okay. Donc, ça peut être intéressant, ou des aliments qui sont chauds. Donc, comme un petit, souvent des tisanes chaudes durant une compétition peut être intéressant pour pouvoir calmer l'athlète aussi. Karine Dufour se souviendra longtemps de ses premiers championnats du monde de trampoline et tumbling qui se sont déroulés à la fin du mois de novembre à Odense, au Danemark.
La Lavalloise a remporté la médaille d'or au concours par équipe de double mini-trampoline. Âgée de 20 ans, l'athlète de Sainte-Rose faisait partie du quatuor ayant mené l'équipe canadienne sur la plus haute marche du podium. Après le match tumultueux du 27 novembre, les Prédateurs de Laval ont essuyé un deuxième revers consécutif face aux 3L de Rivière-du-Loup par le pointage de 3-1 le 5 décembre. Gabriel Lévesque a compté l'unique but des Lavallois au début du troisième tiers. Le gardien de but, Karel Saint-Laurent, a repoussé 29 des 31 tirs dirigés contre lui. Yannick Clément, qui cumulait les fonctions d'entraîneur et de coordonnateur offensif des Nomades du Collège de Montmorency, ne sera pas de retour à la barre de la formation de football. La direction a décidé de prendre un virage en voulant embaucher un entraîneur à temps complet. En raison de mon travail, je ne pouvais accepter le poste à temps plein. Je ne suis pas amer et je comprends la décision, a-t-il déclaré. Alors, Sarah, tu mentionnais justement que tu avais commencé avec des compétitions de clubs, que tu avais progressé avec l'année dernière, maintenant à te retrouver à des combats nationaux. Comment tu as vécu cette progression-là? Puis peut-être est-ce que tu as rencontré des obstacles ou des difficultés à l'intérieur de cette progression-là? Qu'est-ce qui a été le plus grand défi pour toi? Cette année, je suis embarquée dans une nouvelle catégorie. En fait, j'en fais deux. Je fais ma catégorie normale et je fais U18, qui est une catégorie plus élevée que moi. Puis, je pense que ça a été plus dur parce qu'ils sont plus âgés que moi, ils ont plus d'expérience puis ils sont plus fortes. Donc, j'ai beaucoup travaillé pour pouvoir, me battre contre eux facilement sans avoir beaucoup de difficultés. Puis, je pense que ça a marché. Ouais. Parce que même s'ils étaient forts, je me suis quand même rendue au podium, même si c'était pas première, mais c'est pas si grave. Tu as quand même eu des résultats ou atteint des objectifs qui étaient encourageants pour toi? Oui, ben pour moi, c'était très encourageant parce que d'abord, c'était pas ma catégorie, puis en plus, ils étaient plus vieilles que moi, plus expérimentés, puis surtout, ma dernière adversaire, elle était ceinture noire, puis elle est dans l'équipe du Canada, alors pour moi, avoir combattu contre elle, puis avoir été comme deuxième au Ontario Open, mais c'est beaucoup pour moi. J'étais contente, même si c'était pas nécessairement la première place. Ça m'a démontré les efforts que j'ai faits et j'ai travaillé pour. La peur que tu avais, finalement, tu te rends compte que tu es capable de passer par-dessus, ou peut-être que tu es capable, avec le talent que tu as, de rivaliser avec eux? Oui, parce que... Mais une peur, c'était pas vraiment une peur, c'était juste... c'est même pas un stress, c'est juste le fait de savoir que tu vas te combattre avec quelqu'un de plus âgé, de plus expérimenté et de plus gradé que toi. Ça change un peu ce que un peu de la façon de combattre. Faut que tu sois à leur niveau. J'ai essayé d'être à leur niveau, mais je pense que je suis bien. Thierry, Sarah nous mentionne que quand elle compétitionne, elle va en quelque sorte compétitionner dans sa catégorie, dans sa classe de U14, mais aussi compétitionner dans une catégorie plus importante, le U18. Donc, j'imagine que en quelque sorte, il faut avoir des objectifs, il faut se fixer des cibles qui vont nous amener à progresser, à cheminer. Tu parles souvent des objectifs dans la réhabilitation, dans le retour au jeu. J'imagine que c'est une source de motivation, c'est une question de nourrir l'engagement chez un athlète. C'est un peu la base, selon moi, de la réadaptation d'un retour au jeu. Si on n'a pas de plan de match qui sont nos objectifs, on s'en va un peu dans une zone grise, si on veut. C'est vraiment important d'avoir un bon plan de match, des objectifs qui sont adaptés au patient, si on veut, à l'athlète, mais aussi selon lui, qu'est-ce qu'il va atteindre comme niveau. C'est ses objectifs à lui. Moi, je peux écrire mes objectifs côté vraiment physiothérapie, je vais atteindre tel degré, telle force, telle affaire, mais lui, c'est quoi qu'il a besoin, puis c'est quoi qu'il veut à ce moment-là. On parle d'objectifs à court terme, à long terme. L'objectif à court terme va être beaucoup plus précis. Bon, dans 2 semaines, je vais atteindre telle force ou telle vitesse, telle rapidité. Dans 2, 3, 4 mois, je vais atteindre quelque chose de peut-être un peu moins précis, si on veut, un peu plus flou, parce qu'on veut pouvoir s'adapter au fur et à mesure de la guérison. Parce que c'est pas dit que dans 2 semaines, je vais avoir atteint tel niveau. Rendu là, on veut pouvoir reviser un peu nos objectifs à long terme. Si c'est trop précis à ce moment-là, on peut
un peu se décevoir, se dire, bon, mais j'ai pas réussi à atteindre tel objectif à telle journée. Tandis que si on se laisse un peu de jeu, si on veut, un peu de marge de manœuvre, on peut réviser un peu nos objectifs puis les atteindre avec un certain niveau de satisfaction. Parce que le but, c'est de retourner au jeu, mais d'être satisfait aussi de nos performances à ce moment-là. Tu mentionnes d'avoir des objectifs à court terme, moyen terme, à long terme. Au niveau de la préparation, moi, je parle toujours de 3 types d'objectifs. On a l'objectif de résultat, donc de gagner un combat ou d'atteindre un podium. Donc, il y a un objectif de résultat. Souvent, l'athlète n'a pas nécessairement le plein contrôle sur ces éléments-là. Et j'amène toujours l'athlète à travailler sur des objectifs d'exécution, donc des actions qu'il va nécessairement poser, sur lesquelles il y a un plein contrôle dans son intensité, dans sa répétition, dans sa préparation, dans son exécution, pour qu'en quelque sorte, on n'a pas de garantie qu'il va atteindre le résultat escompté, mais du moins, il va augmenter les possibilités ou les probabilités d'atteindre cet objectif de résultat-là. Donc, j'imagine que quand on parle de régler ou de récupérer d'une blessure, ça peut être une façon qu'on peut travailler ou décortiquer les objectifs. J'imagine au niveau de la préparation physique, Marie, c'est un peu la même chose. C'est quand on est au moment où on travaille vraiment de façon intensive, avec un volume important, la préparation physique, c'est en quelque sorte de dire, OK, bien, j'ai un objectif de résultat, mais comment est-ce que je l'opérationnalise ou comment je le mets en action? Peut-être me cibler plus des objectifs d'exécution à ce moment-là. C'est important de cibler ce qu'on veut évaluer puis de trouver le meilleur moyen pour l'évaluer. Donc, pardon. C'est important de savoir, par exemple, si je travaille en hypertrophie ou en force, de se fixer un objectif qui va être réaliste, puis je vais pouvoir aussi réaligner en cours de route, comme disait Thierry tout à l'heure. Donc, disons que je me donne 4 semaines pour atteindre un objectif, puis que je me rends compte que la progression ne fonctionne pas comme je pensais. Finalement, on a des défis à relever. Il faut être capable d'accepter aussi, de dire, bien oui, j'ai exécuté justement toutes les tâches, tous les entraînements que je devais faire, mais je n'ai pas atteint mon objectif. Pourquoi? Réajuster ensuite pour se donner peut-être un délai supplémentaire pour l'atteindre. Ou peut-être c'est notre moyen d'évaluation qui n'était pas aussi la recette, ou des fois, c'est juste de réajuster ou de modifier la recette pour pouvoir atteindre cet objectif de résultat-là. Donc, par rapport à la nutrition aussi, j'imagine qu'il y a une bonne... tu parlais de comfort food tantôt, mais il y a une bonne aussi perception par rapport à la confiance, par rapport à l'image qu'on peut avoir de soi. Oui, donc avec l'athlète aussi, il faut aller travailler à ce niveau-là. Comme Marie disait, si par exemple son objectif, c'est l'augmentation de masse musculaire, il faut aller voir avec l'athlète, est-ce qu'on peut, dans sa catégorie de poids, augmenter à ça? Est-ce qu'avec l'image qu'elle veut projeter, est-ce que c'est possible? Puis quel aliment qu'on peut aller chercher, qu'est-ce qu'on peut faire après l'entraînement, avant l'entraînement. Donc, c'est tout ça qu'on va aller vérifier avec l'athlète. Alors, Sarah, tu mentionnais avoir fait d'autres sports étant plus jeune. Tu as parlé de ballet, tu as parlé de soccer. Qu'est-ce que... souvent, on peut peut-être avoir des idées préconçues de voir des jeunes filles pratiquer un sport de combat. Qu'est-ce que tu penses qui a fait que tu as accroché puis que tu es resté dans ce sport-là? Qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas continué? Tu me mentionnais aussi avoir fait de la natation. Qu'est-ce qui t'a fait que tu es resté accroché au judo plutôt qu'aux autres sports? Bien, j'ai été restée accrochée au judo parce que je me sentais plus bonne dans ce sport, que j'excellais plus que dans les autres sports que j'ai pratiqués. Ouais. Puis au niveau de, justement, est-ce que tu avais peut-être plus jeune une motivation, tu avais du plaisir à jouer un peu à la lutte ou à te chamailler avec des garçons, des choses comme ça? Est-ce que tu penses que ça a le pu contribuer à ça? Bien, je me battais pas vraiment avec des garçons, je me chamaillais pas vraiment, mais j'aimais beaucoup jouer avec les garçons quand j'étais petite. C'est comme un petit souvenir que j'avais, jouer avec des autos puis tout. Mais au fur et à mesure que je grandissais, j'étais comme plus fille. Ben, je suis une fille, là. Sauf que ça l'a pas vraiment changé, genre l'amour que j'avais pour le judo. C'est ça. Peut-être que ça a été une petite influence, mais ça n'a pas changé grand-chose. Donc, même si on est une fille, comme tu dis, on peut quand même faire puis pratiquer un sport de combat, faire un sport, une activité quand même un petit peu plus marquée au niveau physique, puis avoir quand même performer puis apprécier ce sport-là. Ben oui, je pense que tout le monde, peu importe, genre, qu'il soit garçon ou une fille, peuvent pratiquer ce qu'ils veulent. Genre, il y a des gars qui font de la gymnastique puis de la danse,
défense. Pourquoi pas les filles ne feraient pas de la lutte ou du judo, du karaté? Je pense que c'est ça, là, tout le monde pratique ce qu'il Ça n'a jamais été quelque chose qui t'a traversé l'esprit, j'imagine, non plus, en ayant commencé très jeune comme ça. Il n'y a pas eu de cet obstacle-là que tu as pu vivre, toi, de ton côté, ou que tu as peut-être pu entendre dans ton environnement? Non, pas vraiment. Mais tout le monde me disait, genre, quand ils savaient que je faisais du judo, ils étaient comme « Ah, Sarah, elle est forte », des trucs comme ça, « Sarah va te défoncer », des trucs comme ça. Mais genre, ça m'a pas vraiment comme blessée ou des trucs comme ça. Ça m'a pas amené quelque chose de négatif à propos de mon sport, puis le fait que je suis une fille. Puis c'est pas non plus, je pense qu'on peut regarder ça au niveau des arts martiaux, mais c'est pas nécessairement des sports qui vont prôner la violence non plus, exactement. C'est vraiment plus dans une démarche de combat, dans une démarche de défense. Ouais, c'est exactement. Tu te bats pas comme pour blesser la personne. C'est sûr que tu veux gagner tes combats, mais c'est plus un sport de projection, d'autodéfense. Tu fais des clés de bras au sol, t'étrangles, tu contrôles la personne au sol. C'est rien pour blesser. Peut-être si tu fais des clés de bras ou des étranglements, ça peut blesser parfois, mais c'est pas par mauvaise intention. C'est juste pour gagner ton combat. Alors, Anne-Marie, Sarah nous mentionne qu'elle a commencé sa carrière sportive en faisant un peu de ballet, en participant au soccer. J'imagine que, en quelque sorte, le sport de combat, c'est pas nécessairement un sport qui, à prime abord, on va voir les jeunes filles qui vont participer à ça. Donc, j'imagine qu'au niveau peut-être de l'image, au niveau de la confiance en soi, au niveau de l'image corporelle, ça va avoir un impact important, puis une considération importante aussi au niveau de la nutrition, parce que souvent, les sports de combat vont avoir, comme le mentionne Sarah, des catégories de poids, des catégories d'âge, mais à l'intérieur des âges, des catégories de poids pour combattre avec des jeunes, des filles qui sont à notre niveau, au niveau de la masse. En effet, il va falloir aussi expliquer à l'athlète parce que si, par exemple, Sarah est allée en ballet, donc la composition corporelle n'est vraiment pas la même qu'en judo. Donc, en ballet, on va plus aller chercher l'affinement, on va s'alimenter d'une telle façon pour aller chercher ça, mais tandis qu'en judo, bien, on parle du poids. Donc, c'est vraiment plus au niveau du poids. Fait que la personne peut être habituée à être toute mince, puis elle arrive en judo qu'elle va être plus musculaire. Donc, il faut aussi l'apprivoiser là-dedans. Donc, l'alimentation qu'elle va avoir va changer aussi. Donc, ça se peut qu'en ballet, elle était très restreinte. Là, en judo, on va aller plus avec des protéines, on va faire attention avec des sortes de glucides qu'on va manger, que quelque chose qu'elle ne faisait pas avant. Donc oui, on va travailler avec l'athlète pour lui montrer, donc l'alimentation doit changer, puis ton image corporelle va changer aussi avec l'alimentation. Donc la perception que l'athlète va avoir d'elle. Un peu ce que j'entends, c'est que chaque sport a sa composition, oui. Chaque sport a son athlète, et chaque athlète a sa nutrition, oui. son plan nutritionnel par rapport à pour performer. Chaque athlète a sa recette magique. Exactement. Puis au niveau, justement, c'est important d'amener à cette conscience-là par rapport aux jeunes filles, j'imagine, peut-être plus particulièrement. Oui, surtout avec les jeunes filles, parce que souvent, ils se comparent entre eux. Puis souvent, comme on parle au secondaire, mais c'est beaucoup le poids, plus que l'image aussi. Fait que si on est habitué de travailler avec du 52 kilos, par exemple, puis sa copine pèse 48 kilos, mais elle ne peut pas descendre à ce poids-là. Mais ça aussi, il faut relativiser en fonction du sport qu'elle fait. Fait que donc, dire, oui, l'image que tu reprojettes, oui, mais il y a aussi en fonction de tes performances que tu vas avoir. De tes besoins au niveau de tes performances, oui. Exactement. C'est aussi, en quelque sorte, donner une opportunité d'essayer différents sports, mais au fur et à mesure de trouver qu'est-ce qui nous allume comme individu, puis avec notre personnalité, avec nos intérêts. C'est certain qu'il faut essayer beaucoup de sports. Il faut éviter de se spécialiser trop tôt parce que des fois, on peut faire des mauvais choix. Ça, c'est vraiment important. Et c'est sûr que la personnalité d'un individu va fonctionner mieux avec un sport ou avec un autre. Puis c'est assez étonnant aussi à quel point certains types de morphologie, par exemple, vont aussi mieux performer dans des sports comme en gymnastique, par exemple. C'est caractéristique faire des athlètes de plus petite taille, par exemple. En judo, c'est peut-être moins avantageux dans certains contextes. Donc, on va aussi orienter l'enfant vers le sport qui va convenir mieux à sa morphologie, par exemple. Puis, au fil du temps, l'athlète va évoluer dans son sport, puis on va voir que le sport va aussi forger l'aspect physique de l'athlète. C'est comme un vase communicant. Là. Il y a des intérêts qui vont se développer ou une personnalité qui va se développer à l'intérieur du sport, qui va développer la personnalité de l'athlète. Donc, c'est comme
une situation donnant-donnant. C'est là où ça devient intéressant. Puis je pense que c'est là où la passion se nourrit d'elle-même aussi. Physiologiquement, j'imagine que les jeunes filles et les jeunes garçons peuvent être différents et peuvent être peut-être au niveau morphologique mieux alignés sur certains sports pour connaître moins de blessures, moins de... Effectivement, si on parle par exemple de souplesse, il y a quand même une partie génétique là-dedans. Qu'une gymnaste versus un joueur de hockey, ça va être totalement différent. L'approche va être différente aussi, on va travailler différemment. Les exercices vont être différents. On parlait d'attitude, de personnalité par rapport à un sport, que ça forge aussi la façon d'être. Ça va aussi avoir un impact sur comment je vais aborder l'athlète à ce moment-là. Est-ce que je vais être plus agressif dans mes traitements, dans le sens je peux me permettre de pousser un peu plus, qu'une petite douleur va être plus tolérée chez un patient versus un autre où il faut vraiment être plus doux à ce moment-là. On va le voir plus dans les sports de combat où là, ça leur dérangera pas trop de sortir et de sentir que ça a travaillé un peu plus versus des sports un peu plus slow-mo, on va dire tranquille, relax, où c'est moins difficile, il y a moins d'impact, où là, c'est un peu moins... accepter de trop... En quelque sorte, tout le monde y gagne si on est capable d'offrir une panoplie, de faire un match entre le sport et l'individu, que ce soit au niveau physique, morphologique ou au niveau de sa perception puis de ses compétences, de ses intérêts finalement. L'Association provinciale des arbitres de football a rendu un vibrant hommage au Lavallois Pierre Smith le 7 novembre lors d'un match des Carabins à l'Université de Montréal, soit au Sepsum. Smith a connu une carrière de plus de 30 ans comme officiel. Il a aussi œuvré au sein du football lavallois, ayant notamment été directeur des Vikings de Laval-Nord et de Football Laval. Rosanne Dubois, du club de nage synchronisé Synchro-Laval, a reçu le prix Pierre Marchand Détermination et Persévérance 2015 dans le cadre du 54e Mérite sportif lavallois le 24 novembre. Cette récompense permet d'honorer une personne qui, par sa détermination et malgré les épreuves, persiste à pratiquer sa discipline, devenant ainsi un exemple pour tous ceux qui la côtoient. Âgée de 12 ans, Rosanne pratique la nage synchronisée depuis 4 ans. Elle vit avec un handicap auditif qui lui permet d'entendre qu'à 50 % de ses capacités. Yona et Maria Guetta, ainsi que l'entraîneuse Johanna Vasquez du club de nage synchronisé Synchro-Laval, a reçu une bourse du programme Alimenter l'excellence des athlètes 2015. Elle a reçu un montant de 15 000 $. En effet, Petro-Canada, une entreprise de Suncor, a dévoilé récemment les noms des lauréats. Les sœurs Guetta ont remporté la médaille d'or cet été à une compétition internationale présentée à Calgary. C'est ce qui complète notre émission cette semaine. Je tiens à remercier Sarah ainsi que mes experts invités pour leur présence et leur participation. Je vais aussi prendre un petit moment pour vous remercier à cette fin d'année, à cette fin de saison. C'est notre dernière émission. Un spécial plus particulièrement à toute l'équipe, les gens qui sont alentour de moi, mais aussi les gens qui sont à l'arrière des caméras. Messieurs, merci beaucoup. Vous voulez revoir l'entrevue avec Sarah ou réécouter certaines portions de l'émission, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Ainsi, vous aurez accès à tous nos archives. Encore mieux, vous voulez profiter du congé des fêtes pour interagir avec l'équipe. Suivez-nous, suivez notre fil Twitter @Sport9Laval et posez directement à l'un de nos experts votre question en utilisant le mot-clé « Question pour un expert ». Encore une fois, merci beaucoup. Ça nous a fait grand plaisir de passer cette saison avec vous. Je vous invite à un prochain rendez-vous sportif. Je vous souhaite des joyeuses fêtes et je vous dis à l'an prochain.